Ce que tu as à dire est original dans ta relation à tes enfants, comme dans ta relation professionnelle, comme dans ta relation au paysage, comme dans ta relation à tous les savoirs. Cette dignité-là, elle est effectivement l'essence de la démocratie, puisque qui dit démocratie, c'est bien que chaque savoir nous intéresse. Pourquoi chaque savoir a quelque chose d'original, et pourtant, il ne suffit pas de le dire pour récolter, pour passer à un vote général et pour aller vers des logiques de majorité. La démocratie, ce n'est pas la majorité. La démocratie, c'est véritablement les savoirs qui se tricotent ensemble et qui dégagent un autre sens de ce qui fait effectivement la dignité humaine. Les droits de l'homme ne sont pas d'abord des concepts juridiques, ce sont d'abord des concepts politiques. Et c'est la grammaire au sens très concret de toute politique démocratique. Pourquoi? Parce qu'ils définissent les sujets, ils définissent les actions, ils définissent les obligations. Donc dans un premier point, je voudrais juste rappeler effectivement l'origine des droits culturels, c'est mon thème, mais au cœur des droits de l'homme. Et ensuite, je mettrai l'accent sur les notions de liberté concurrelle, sur la synergie des libertés, et enfin sur les voies ouvertes très concrètement. Dans un temps très limité, si je déborde, vous m'arrêterez, parce qu'une fois que je serai chauffé. L'origine au cœur des droits de l'homme, ça n'est pas nouveau, les droits culturels. C'est complètement classique, c'est dans l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit de participer à la vie culturelle. Ça suit l'article 26 sur le droit à l'éducation. S'il y avait un premier droit culturel, on dirait sur le droit à l'éducation, mais il n'y a pas de premier dans les droits de l'homme. Et puis c'est dans les pactes ratifiés par la France, à savoir le pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, son article 15 qui suit les articles 13 et 14 qui concernent le droit à l'éducation. Et c'est aussi l'article 27 du pacte sur les droits civils qui reconnaît les droits culturels à l'intérieur, cette fois-ci, des minorités. Et on avait cru que c'était essentiellement pour les minorités, alors que c'est pour tous, y compris quand une majorité de personnes est pauvre, on s'aperçoit que ces droits culturels ne sont pas respectés. Cela signifie que ce sont des droits opposables dès aujourd'hui, mais on les a laissés de côté. Et le fait de les mettre dans nos lois, les lois de la France, permet de mettre l'accent là-dessus, et on pourrait dire enfin. À condition seulement qu'il ne s'agisse pas simplement de droit à la culture, parce que ça c'est beaucoup trop flou, n'est-ce pas? Est-ce qu'on parle de droit à l'économie? Il s'agit de droits culturels très concrets, qui demandent à être précisés, qui sont autant de libertés, n'est-ce pas? Il ne faut jamais séparer droit de liberté, ce sont nos libertés fondamentales, et les libertés culturelles sont sans doute les plus révolutionnaires. Et c'est dans ce sens que, effectivement, on doit positionner cela au niveau d'une nouvelle action publique, qui doit être différente de celle que nous connaissons maintenant, beaucoup mieux fondée. C'est l'article 15 du pacte qui, on a cité la convention de l'UNESCO, mais la convention de l'UNESCO ne cite pas les droits culturels. Elle développe normalement la déclaration de 2001 sur la diversité culturelle, et on a pu mettre à ce moment-là dans l'article 5 de la déclaration un résumé des droits culturels. La Convention a restreint son champ en gros sur les dimensions de l'économie de la culture et culture pris au sens très étroit. Donc les textes fondateurs sont les pactes. Et les pactes internationaux et les lois doivent, l'interprétation des lois doit s'appuyer sur cette tradition internationale et notamment sur les observations générales et les rapports du comité qui, aux Nations Unies, surveille la mise en œuvre de cet article 15, notamment sur le droit de participer à la vie culturelle. Donc la vie culturelle, ce n'est pas seulement la culture, puisque la culture, il faudrait la définir, et on ne va pas le faire maintenant, tandis que la vie culturelle, c'est vraiment toute la circulation des savoirs, tout ce qui fait sens.
La vie culturelle qui est aussi bien dans le repas, dans l'alimentation, que dans la mode, que dans l'habitation, et bien entendu dans tous les arts, mais arts au sens très général, qui impliquent aussi toutes les formes de savoir-faire, et bien entendu aussi dans les sciences, puisque si les savoirs scientifiques ne sont pas des lieux de création, on n'y comprend plus rien. Donc il faut, pour bien comprendre, y compris la spécificité des domaines artistiques, les mettre en relation avec les autres domaines culturels. Et je citerai encore le domaine religieux qui fait aussi partie des grands domaines du culturel. Et là, on voit l'importance, l'urgence, notamment par rapport aux violences, que ce soit les violences populistes, que ce soit les violences aussi intrafamiliales qu'on a malheureusement toujours connues, que ce soit les violences urbaines, ou que ce soit enfin les violences terroristes et les violences de guerre, ces violences ne sont possibles que par une pauvreté culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une pauvreté culturelle? Il faut oser cette expression. Vous avez des gens dont les droits culturels sont violés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas accès, participation, ni aucune voie de contribution à des références culturelles de qualité. Madame la ministre a cité tout à l'heure notre définition des droits culturels comme capacité d'accès, de participation, de contribution à des références culturelles, des savoirs au sens très fort, très existentiel, très vivant, qui nous permettent de vivre notre processus d'identification tout au long de la vie. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire simplement dire « moi j'ai mon identité et je réclame un droit à la différence ». Ça veut dire pour m'identifier. Ça veut dire exactement en même temps pour identifier les hommes et les femmes avec qui je vis, pour identifier mon épouse, mon enfant, mes amis, mes collègues, mes voisins, pour identifier eux et moi. J'ai besoin aussi d'identifier les paysages, d'identifier les arbres, d'identifier des savoirs. Et cette notion de travail culturel, disons ça comme ça, je pourrais dire de puissance culturelle qui doit être la nôtre pour que chacun de nous, nous ayons la possibilité effectivement de dire ce qu'il y a au fond de nous. Et pour le dire, ça veut dire le découvrir. Pour que nous ayons cette possibilité d'être véritablement touchés, pour pouvoir à notre tour toucher, eh bien, nous avons besoin de faire l'expérience de toutes ces saveurs. Pour certains, ce sera davantage la forêt, la découverte de la nature. Pour l'autre, ce sera le théâtre. Pour un troisième, une science dans un domaine ou dans un autre. Un domaine directement très expérimental, y compris dans le travail d'une institutrice, professeure des écoles, qui doit montrer aussi cet enthousiasme à ses élèves. Donc, il s'agit bien de cette égale dignité de chacun qui est son originalité. Le droit aux références culturelles qui permet de vivre son identité, c'est le droit à la singularité, mais dans ce qu'il y a de singulier en chacun, vous avez cette dignité qui est universelle. Nous nous identifions par rapport à la nature, par rapport à l'eau, par rapport au sable, par rapport au sexe, par rapport à la maternité, à la paternité, par rapport au sang, par rapport à la souffrance, par rapport à la vie, la mort, l'enfance, l'âge, etc. Donc ce sont bien ces valeurs universelles et non pas, je ne sais pas, quelle différence qui serait revendiquée comme une barrière, comme une altérité irréductible. Donc ces droits sont des libertés. Si nous prenons le modèle du droit à l'éducation, avec toutes les libertés qu'il implique, puisque le droit à l'éducation, ça consiste bien à instruire des libertés, et je pense que les libertés culturelles sont des libertés instruites. Instruites des ressources qui existent et auxquelles on peut avoir accès, et instruites de ses responsabilités. Si vous permettez, entre un discours classiquement très libéral, qui est de dire les libertés formelles, l'État ne doit pas intervenir dans ces libertés, ou un discours de tradition plus socialiste, des libertés réelles, n'est-ce pas? C'est-à-dire des libertés, on a besoin d'avoir des moyens pour les exercer.
les libertés culturelles et les dimensions culturelles de toutes les libertés fondamentales mettent l'accent sur les libertés instruites. Sans instruction, nous ne sommes rien. Il n'y a rien de plus classique, excusez-moi. Mais en même temps, il faut le redire et le redire. Tout fondamentaliste est un ignorant. Pas simplement un fondamentaliste religieux, ça peut être un fondamentaliste dans le domaine de la science économique, ça peut être un fondamentaliste dans le domaine d'un parti politique, ça peut être un fondamentaliste populiste sous une forme ou sous un autre. C'est un manque d'instruction. Pourquoi? Parce que chaque référence culturelle nous ouvre une voie de libération. Pourquoi? Dans une science comme dans un art, vous avez un espace d'interprétation. Vous êtes digne de participer à une activité artistique, à un niveau quel qu'il soit, ça veut dire que là, vous avez le droit de participer à une interprétation. Vous avez un droit de choisir. Pas simplement entre le beau et le laid, évidemment, mais entre différentes formes de puissance, entre différentes formes d'expression et d'impression, entre différentes formes de sens. Vous vous rappelez cette définition qu'on trouve dans la déclaration de l'UNESCO, reprise par la Convention. Qu'est-ce que c'est qu'une activité culturelle? C'est une activité qui permet porteuse de valeurs d'identité et de sens. De valeurs d'identité et de sens. Alors, ce que l'on comprend à partir du droit à l'éducation, c'est-à-dire vous avez une liberté d'éducation qui commence à dire à l'enfant fais tes devoirs, assure tes responsabilités, eh bien nous pouvons le développer pour le droit de participer à la vie culturelle. Cette liberté d'interprétation dans tous les domaines de savoir, dans tous les domaines de saveur. Entre le populisme, qui considère qu'il suffit que chacun s'exprime et qu'il vote pour qu'on ait vox populi, et l'élitisme, qui consiste à penser qu'il y a des acteurs, des entités qui sont détenteurs de ce qui est la vraie culture ou la culture savante par rapport à une qui ne le serait pas. À mon avis, toute culture est savante ou n'est pas. Eh bien, vous avez l'espace de démocratie qui est l'espace de débat instruit. Et c'est cela qu'on vient de développer. Autrement dit, nous ne sommes plus, c'est mon troisième point, en logique de concurrence des libertés, où effectivement, certains disent, est-ce que ça limite la liberté des programmateurs, ou est-ce que ça limite la liberté des associations, etc. Ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ça, c'est uniquement vrai pour limiter le tapage nocturne. C'est-à-dire, pour être plus précis, pour limiter l'exercice des libertés. Mais le niveau substantiel d'une liberté, c'est exactement l'inverse. Ma liberté commence là où commence celle des autres. Un enfant, pour développer sa liberté à l'école, il a besoin d'enseignants libres, il a besoin de parents libres. Et c'est une synergie des libertés qui fait le progrès de la dignité humaine et qui fait le progrès de nos espaces démocratiques. Une synergie des libertés, ça veut dire que je me nourris du pouvoir d'agir des autres, que mon propre pouvoir d'agir se nourrit de ces références culturelles, de ces savoirs. Un savoir, c'est toujours une capacité d'admiration et de partage. C'est toujours une expérience de réciprocité. Je ne sais pas encore grand-chose, j'entre dans une discipline culturelle. J'adore le mot de discipline, je pense qu'il faut le revaloriser parce que là, on a l'apprentissage. Je ne sais rien, voilà quelqu'un qui sait plus, je vais apprendre avec lui et puis peut-être un jour je vais le dépasser ou en tout cas je vais faire autre chose et je m'en nourris. Et on a ici une notion de communauté de savoir, communauté épistémique, qui peut être une communauté artistique, qui peut être une communauté familiale déjà. Une famille, c'est bien une communauté culturelle. Hein. Il faut redorer dans l'espace français la notion de communauté culturelle, comme si une communauté était complètement fermée. Voilà. L'État français étant lui-même assez communautarien, il n'aime pas beaucoup les communautés culturelles. Mais si on n'a pas de communauté, on n'est rien du tout. Mais une communauté, c'est une base d'ouverture, normalement. Hein. Ce n'est pas parce que les familles sont souvent fermées qu'il faut faire haro sur les familles. Et c'est la même chose pour une communauté. Même une entreprise devrait être une communauté. Mais bon, ce n'est pas mon sujet. Mais pour les droits économiques, si on en parlait un petit peu plus, on dirait cela.
Notre pouvoir d'agir, il se développe quand nos savoirs sont reconnus. Donc quand nos savoirs sont instruits, quand ils sont reconnus par des pairs, quand ils sont reconnus par d'autres. Et tout ce levier de développement des capacités humaines va se faire précisément par ces savoirs partagés, en communion, en bienveillance. Vous avez dit tout à l'heure, pourquoi en bienveillance? Parce qu'on est tous humiliés. On est tous humiliés parce qu'on est impuissants devant la détresse qui est devant nous. On est parfois impuissants devant des souffrances qui sont dans nos familles ou dans nos associations, nos organisations. Et nous sommes effectivement humiliés par beaucoup d'éléments de la situation internationale. Donc il nous faut plus de démocratie. La voie ouverte, mon dernier point, à l'expérimentation. Je suis philosophe, mais ça ne veut pas dire dans les nuages, enfin tout au moins j'espère. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme, on les découvre effectivement quand on peut faire le contraste entre des hommes et des femmes qui souffrent directement eux-mêmes et d'autres qui souffrent de la souffrance des autres en leur répondant. Oui. On travaille dans l'expérience qu'on appelle paideia, éducation en grec, mais éducation circulaire, où on s'éduque mutuellement au fur et à mesure, avec l'association Réseau Culture 21, qui est ici, Christelle Bouette et ses amis, que je salue. On travaille dans une dizaine de départements, et puis dans la ville de Saint-Denis, qui est aussi représentée ici, et d'autres collectivités, pour parler du territoire français, pour aller rechercher ces savoirs, là où ils sont. Notamment aussi chez les travailleurs sociaux, qui ont en face d'eux toute une misère, et une misère que nous pouvons interpréter aussi comme une humiliation et comme une soif de culture, non pas seulement d'accéder à l'offre culturelle qui est plus ou moins là, ou qui devrait être là, plus ou moins accessible, mais pour développer leur propre puissance culturelle, pour développer leur propre communication, pour éprouver leurs propres attachements. Et il s'agit ici de montrer pourquoi on a un tel échec devant toute une souffrance sociale. Et tel échec, ce n'est pas simplement de donner un petit peu plus d'argent aux services sociaux ou d'avoir plus de personnel qui y travaillerait. On ne va pas dans ce sens-là. De mieux payer aussi ces personnels. On ne va pas non plus dans ce sens-là. Mais c'est quoi? De reconnaître qu'il y a ici du savoir. Un homme qui est extrêmement pauvre, disait Joseph Rezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, est quelqu'un qui est le témoin précieux de l'indivisibilité des droits humains, de la puissance de cette dignité humaine. Nous avons besoin d'aller rechercher les pauvres savoirs, ou savoirs pauvres, ou savoirs souffrants. Ça fait un peu misérabiliste, mais vous comprenez, il ne suffit pas de parler tous de la dignité humaine, il faut aller écouter la honte, et il faut aller la chercher, et montrer que derrière l'expérience d'humiliation et de honte, l'expérience qui est celle de quelqu'un qui est mis à honte, mais aussi justement celle de l'assistance sociale qui partage cette impuissance, ou du personnel hospitalier d'urgence, on en parle en ce moment il me semble, qui est aussi maltraité dans ces domaines. Ça peut être celui de l'enseignant, ça peut être de bien d'autres, et qui ont une connaissance concrète, mais qui fait trop mal, qui est trop difficile, qui est aussi trop révolutionnaire pour être dite. Donc une nouvelle politique démocratique est une politique qui est beaucoup plus observante, où il faut aller dans les différents lieux pour observer les savoirs qui circulent, pour observer pourquoi quelqu'un ne peut pas dire, pourquoi quelqu'un n'est pas reconnu. Mais ce n'est pas facile parce que vous imaginez, on le voit pour un département dont 65% du budget plus ou moins c'est le social, de reconnaître qu'il y a un échec par rapport à une quantité de gens qui sont en marge, eh bien ça veut dire que l'institution s'est trompée. Une institution n'ose pas trop dire qu'elle s'est trompée. Alors ceci pour dire quoi? Qu'il faut absolument désenclaver la notion de culture, retrouver, ça a été dit, vous l'avez dit tout à l'heure, cette transversalité des droits culturels pour montrer qu'il n'y a pas d'un côté justement cette culture savante et l'autre qu'il ne serait pas, mais qu'il y a une richesse, il
Il y a une richesse qu'on a chez l'enfant, qu'il faut aller chercher chez l'enfant, et qui est dans ce pouvoir d'agir qui doit passer par un pouvoir dire et par un pouvoir entendre. Comment déployer? Dans la déclaration de Fribourg, on a déployé ce droit de participer à la vie culturelle avec le droit à l'éducation dans un ensemble de 8 droits. On aurait pu les décrire en 9 ou en 7, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on a un panier de droits extrêmement concrets, dans lequel on va mettre aussi l'information. Parce que l'information, ce n'est pas qu'un tuyau, c'est aussi ce pouvoir transmettre. Je reprends l'exemple du religieux qui nous fait du mal en ce moment avec le terrorisme qui prend ce nom, n'est-ce pas? Le terrorisme n'a jamais été islamique, n'est-ce pas? Le terrorisme, c'est de la cruauté pure et dure et qui va prendre ce prétexte comme il peut en prendre un autre. Voilà. Et donc, on ne doit pas tomber dans ce piège. Et une journaliste nous disait, autrefois, dans les grands journaux, on avait un spécialiste du religieux, comme on avait un spécialiste de l'économie. Cette inculture, hein, de cette grande dimension de la culture, comme cette inculture qu'on peut trouver dans bien d'autres domaines, eh bien, c'est ça qui fait ce vide de l'apathie politique, ce vide qui fait tellement peur et contre lequel on a l'impression qu'on n'a pas de rempart, puisqu'on travaille encore avec cette notion de lutte contre le terroriste, de lutte contre la violence, de lutte contre la pauvreté, alors qu'en fait, cette richesse, elle est là, dans cette diversité. Mais non pas une diversité culturelle qui serait la diversité des uns, des autres, des groupes, des communautés, mais toute cette diversité qui est ici présente, c'est-à-dire d'abord et avant tout la diversité des personnes. Je vous remercie. Merci beaucoup.